La canopée de la forêt tropicale en Amérique du Sud. Foisonnante de vie. Des fleurs gorgées de nectar. Un feuillage épais et luxuriant. Des fruits sucrés et juteux pour les goûts de chacun. Et pourtant, à la cime des arbres, c'est la faim qui décide de la vie et de la mort de tous les habitants de l'écosystème. Tout commence par la quête de lumière. Elle est à l'origine de la canopée. Rivalisant les unes avec les autres, certaines plantes poussent toujours plus haut afin de dépasser leurs voisines. Atteignant 30, 40, voire 60 mètres de haut, elles s'élèvent toujours plus haut vers le soleil. D'autres ont leurs astuces pour obtenir rapidement une quantité de soleil maximale, selon la loi du moindre effort. Les épiphytes germent sur les hautes branches baignées de lumière. Plus rien ne les relie au sol. Pourtant, elles donnent naissance aux fleurs les plus somptueuses. La flore est abondante. La faune, beaucoup moins. Son besoin de se nourrir prend des formes très diverses et dicte sa loi à la cime des arbres. Les singes araignées possèdent une sorte de carte mentale pour débusquer les fruits mûrs. Les capucins, quant à eux, glanent au petit bonheur la chance en parcourant leur territoire. Les singes araignées se nourrissent presque exclusivement de fruits. Les capucins sont moins sélectifs. Ils saisissent chaque occasion qui se présente à eux. Même si, parfois, ils font chou blanc. La harpie féroce revient elle aussi bredouille de la chasse. Bien qu'elle soit le meilleur chasseur de la canopée, elle reste souvent tenaillée par la faim. Les proies se font rares. L'aiglon devra s'armer de patience. Trouver un butin peut prendre plusieurs jours, car la canopée est avant tout le royaume des végétaux. La faune se compose pour la majeure partie de minuscules spécimens. Bien que les feuilles soient innombrables, elles ne nourrissent qu'un nombre restreint d'animaux. Les plantes s'arrangent de leur mieux pour ne pas se faire dévorer. Leurs feuilles sont riches en alcaloïdes, en acide cyanhydrique et en cellulose, des substances qui font perdre l'appétit à plus d'une espèce animale. Seules quelques-unes parviennent à s'en accommoder. Le paresseux, par exemple, possède des caractéristiques spécifiques qui lui permettent de consommer certaines feuilles. À l'aide de son odorat, il sélectionne les feuilles à se mettre sous la dent. Son choix doit s'accorder avec les bactéries qui vivent dans son estomac très particulier. Celles-ci favorisent la digestion en décomposant les nutriments.
Un processus de digestion qui ne fonctionne pas avec toutes les feuilles. Ainsi, un paresseux se nourrit principalement de 8 à 10 plantes qu'il privilégie. Le petit mange les mêmes feuilles que sa mère, car son estomac possède déjà les bactéries nécessaires. Mais la faible quantité d'énergie fournie par ces feuilles impose un mode de vie extrêmement lent. Pourquoi les plantes protègent-elles jalousement leur feuillage? Il y a de bonnes raisons à cela. À partir de la lumière, de l'eau, des minéraux et du dioxyde de carbone, les feuilles produisent tous les éléments nécessaires à la survie de l'arbre. Mais dans la forêt tropicale d'Amérique du Sud, les substances nutritives sont plus rares qu'ailleurs. Les arbres poussent sur un sol pauvre et infertile, composé de roches érodées. Les végétaux absorbent avec avidité tous les nutriments qu'ils y trouvent et les conservent précieusement. Lorsqu'un arbre tombe, il emporte avec lui les tonnes de nutriments qu'il a accumulés pendant des décennies. Très vite, toutes les substances organiques sont décomposées par de petits animaux et micro-organismes en quête de nourriture, puis absorbées par les plantes tout autour. L'humus n'a pas assez de temps pour se former sur le sol de la forêt tropicale. Mais, à l'emplacement libéré, la lumière filtre à nouveau dans le sous-bois après de nombreuses années. Une chance inouïe se présente ici pour germer et s'épanouir. Ne survivront que les plantes qui se contenteront des nutriments hérités de leurs gigantesques prédécesseurs. Mais un arbre de son espèce n'y trouverait pas son compte. Dans la forêt amazonienne, 2 arbres de la même espèce ne se trouvent jamais côte à côte. Les nutriments seraient insuffisants. Car celui qui s'impose ne partage pas ses réserves. Le paresseux pourrait très bien être rebaptisé nécessiteux. Ce n'est pas qu'il soit feignant, mais son régime de feuilles pauvres en nutriments ne lui apporte pas beaucoup d'énergie. Au cours de l'évolution, son anatomie s'est adaptée à cette alimentation peu calorique. La rotation de son cou s'est améliorée, ses bras et ses épaules se sont transformés de manière à lui permettre d'économiser de l'énergie en se déplaçant au sommet des arbres. Une difficulté survient toutefois lorsqu'il doit redescendre au sol. Une fois par semaine, il quitte la canopée pour faire ses besoins. Il s'agit d'un véritable parcours du combattant, car au sol, la rapidité et la force sont des atouts indispensables. Son appareil digestif très spécifique absorbe tous les nutriments de son régime. Ses excréments ne contiennent plus aucune substance assimilable. Pourquoi le paresseux se donne-t-il la peine de descendre jusqu'au sol pour faire ses besoins? Cela reste un mystère. Il ne possède quasiment pas de muscles pour le soutenir.
Il a une chance sur deux d'être dévoré avant d'avoir pu remonter dans un arbre. Extrêmement myope, le paresseux s'oriente à tâtons, essentiellement grâce aux troncs et aux lianes qui le guident sur le chemin du retour jusqu'à la canopée. Le puma a laissé passer sa chance. Le félin peut chasser pendant plusieurs jours dans le sous-bois sans rien trouver à se mettre sous la dent. C'est le sort de nombreux prédateurs dans la forêt tropicale. Le paresseux semble ignorer le danger qui rôde autour de lui. Décidément, tout fonctionne chez lui au ralenti. Il n'a pas non plus la capacité de réchauffer son corps, bien qu'il soit un mammifère. Il est dépendant de la chaleur du soleil. Mais un bain de soleil prolongé l'expose à des dangers. L'attaque de la harpie féroce est rapide, puissante et discrète. En raison de la faune peu abondante dans la canopée, elle doit saisir chaque occasion. Elle dépèce minutieusement sa proie afin de la transporter jusqu'au nid. L'oiseau trie et se débarrasse de l'estomac entier, une charge inutile. L'aiglon attend son repas avec impatience. Les feuilles consommées par le paresseux tout au long de sa vie ont été transformées en muscles et en tissus. Un festin pour la harpie. Les proies sont rares dans la forêt tropicale et la chasse n'est pas de tout repos, alors le rapace ne gaspille rien. Contrairement à la harpie féroce, les singes hurleurs vivent ici presque comme dans un pays de cocagne. Ils se nourrissent de différentes plantes, en majeure partie de jeunes pousses très tendres. Ces dernières, souvent de couleur rose, sont moins bien protégées et fournissent plus d'énergie que les feuilles filandreuses. Afin de les distinguer, les singes hurleurs sont les seuls singes du Nouveau Monde à avoir développé la capacité de voir les couleurs. À grand renfort de hurlements, la horde revendique ses droits sur les meilleurs emplacements du territoire. Leur régime comprend également des fleurs et des fruits. Ils contiennent plus de calories et rendent les singes hurleurs plus intelligents, plus rapides et plus sociables que les paresseux qui se nourrissent exclusivement de feuilles. Après s'être bien dépensé, le jeune reprend des forces en tétant la mère. Le lait contient les nutriments des feuilles, fleurs et fruits sous une forme facile à digérer. Dès le plus jeune âge, il favorise le développement du cerveau. Pendant ce temps, les adultes s'accordent une longue sieste digestive bien méritée.
Les plantes défendent farouchement leurs feuilles contre les animaux. En revanche, elles les appâtent volontairement avec leurs fleurs. Car pour se reproduire, la flore a besoin de la faune. Les végétaux mettent à profit les besoins nutritionnels des animaux. Leurs fleurs envoient un signal clair, « Servez-vous ». Le nectar est caché au fond du calice. Quiconque vient y goûter est assuré de repartir avec un peu de pollen. Bien plus loin, le pollen est déposé sur une autre fleur de la même espèce, une aubaine pour les végétaux. Le nectar est en effet constitué d'eau et de sucre qu'ils produisent sans effort. L'échange est peu avantageux pour les papillons. Il leur faut plus que du sucre pour voler. Ils s'abreuvent également dans les flaques comme celle-ci, dont l'eau contient des nutriments et des minéraux. Les papillons filtrent et absorbent ces substances. Sans ce complément alimentaire, ils ne pourraient pas survivre. Le colibri est quant à lui un insatiable butineur de nectar. L'oiseau enchanteur vole de fleur en fleur sans relâche. Il se sert ici et là. Son organisme fonctionne à plein régime et pourtant il est rassasié. Son secret, le colibri le porte dans son bec. Sa langue lui permet non seulement d'aspirer le nectar de la fleur, mais aussi du pollen et de minuscules insectes. En plus du sucre, ce mélange contient des protéines et des sels minéraux. Un cocktail hautement énergétique. Le colibri rubis topaze consomme 25 fois plus de calories qu'un pigeon. Mais en cas de nécessité pour consommer moins d'énergie, il peut mettre son métabolisme en pseudo-léthargie, un état qui s'apparente au sommeil hibernal. En revanche, il est incapable de voler sur les longues distances qui séparent souvent deux arbres de la même espèce. Ces derniers ont besoin d'autres pollinisateurs, capables, eux, d'assurer leur reproduction. Les pollinisateurs spécialistes des grandes distances s'activent la nuit. Ces voyageurs infatigables se réveillent avec l'arrivée de l'obscurité. Les chauves-souris nectarivores, comme leurs semblables, s'orientent grâce à l'écolocalisation. Celle-ci ne leur permet toutefois pas de distinguer les fleurs des feuilles, ce qui compliquerait la recherche de nourriture. Mais la nuit, dans la lumière bleue à ondes courtes, les chauves-souris perçoivent les fleurs blanches telles de petites torches. Elles sont capables de voir les ultraviolets. Ces chauves-souris sont aux tropiques ce que les abeilles sont à l'Europe.
le kincajou ne ressemble pas à un pollinisateur typique. Et pourtant, il n'a pas son pareil pour disséminer le pollen. Il ne se contente pas d'absorber le nectar. Il dévore également le pollen et parfois même la fleur entière. Pourtant, une quantité importante de pollen s'accroche à son pelage. Il en déplace plus que les autres pollinisateurs et transporte la précieuse charge jusqu'au prochain arbre. L'aube commence à poindre sur la forêt tropicale. Les toucans sont parmi les premiers à accueillir le jour nouveau par leurs cris. Chez les caciques cul-jaunes, l'agitation règne de bon matin. C'est le retour de la première tournée de chasse. Les adultes apportent de la nourriture aux oisillons qui attendent dans les nids suspendus aux extrémités des branches. Les insectes contiennent beaucoup de protéines et de calcium, mais peu de graisse. Les oisillons en pleine croissance ont besoin d'une grande quantité de nutriments. Petits et compacts, les insectes constituent des bouchées sur mesure. Les singes araignées se mettent également en quête de leur pain quotidien. Ils ont passé la nuit dans le giron réconfortant de leur grande famille. Ils se rendent maintenant sur leur lieu de ravitaillement où ils dévoreront des fleurs et surtout des fruits. Ils se déplacent par groupe de 2 à 6 individus. En véritables acrobates, ils se suspendent aux branches grâce à leurs mains dotées de 4 doigts et dépourvues de pouces. Par un mouvement de balancement et en se servant de leur queue préhensile, ils progressent dans les arbres sans trop brûler de calories. Belle performance pour ces primates qui peuvent peser jusqu'à 11 kilos. Leur calibre est un avantage considérable. La harpie impitoyable ne peut pas les attaquer. L'aiglon attend son prochain repas. Afin de pouvoir le nourrir tous les 3 à 4 jours, ses 2 parents doivent chasser sans relâche. Ils sont trop loin pour entendre les cris désespérés de leur progéniture. Même dans un territoire couvrant 100 km², les proies sont une denrée rare. Imperturbables, les singes araignées poursuivent leur chemin jusqu'au prochain arbre fruitier. Il n'est pas rare qu'ils doivent parcourir 2 kilomètres, car ces arbres sont souvent très éloignés les uns des autres. Connaître le chemin le plus court est un avantage.
Les adultes ouvrent la voie aux plus jeunes. Pour trouver le meilleur chemin, les singes ont besoin d'un cerveau performant et bien constitué. Cela nécessite une nourriture riche et abondante. Pour satisfaire leurs besoins, les singes araignées sont en permanence à la recherche de fruits et de cosses. Une alimentation limitée à des feuilles et des fleurs ne serait pas suffisante. Là encore, les plantes tirent profit des singes. Les fruits qu'ils consomment assurent la reproduction de l'espèce. Comme pour la pollinisation, la flore est dépendante de la faune pour préparer la prochaine génération. Une fois de plus, le troc de la nourriture contre le transport fait ses preuves. Mais les fruits constituent une nourriture bien plus riche que le nectar. Cosses, figues et autres graines caloriques enveloppées d'une délicieuse protection en font partie. Grâce à cette alimentation, le bilan énergétique des singes araignées est positif et leur cerveau est tout à la fois de bonne taille et performant. Ce qui explique la place importante de l'entraide dans leur comportement. Par ailleurs, les adultes se montrent très dévoués envers les petits du clan. Pendant une année entière, les jeunes sont allaités et dorlotés, le temps d'apprendre à reconnaître les meilleurs fruits et le chemin pour les atteindre. Des acquisitions qui leur serviront toute leur vie. Les fruits constituent donc un appât alléchant dont les plantes se servent pour attirer les animaux. Mais il arrive aussi que certains d'entre eux tombent sur des fruits par hasard. C'est le cas des singes hurleurs. Ils mangent principalement des feuilles et sont moins intelligents que les singes araignées. Ces derniers montrent également le chemin à une autre espèce de singe. En les suivant, les capucins accèdent eux aussi aux fruits. Les capucins ont le sens de la hiérarchie. Les meneurs ont droit à une nourriture plus riche et abondante. Les autres doivent faire preuve de rapidité et de discrétion pour se régaler de friandises. Ils passent la moitié de leur journée à quadriller leur territoire, à chercher de la nourriture, à manger et à observer leurs congénères. Il en va de même pour les perroquets. Si l'un d'eux se pose sur un palmier, c'est que ce dernier contient un trésor à becqueter. Une infrutescence peut contenir jusqu'à 2000 noix.
Le palmier a développé cette stratégie de production massive pour se protéger de l'appétit des animaux. Chaque noix constitue une enveloppe savoureuse autour de ses graines. La chair du fruit contient de précieux acides gras et des vitamines. Le palmier surpasse d'autres arbres fruitiers en matière de richesse nutritive. Les animaux sont très friands de ces noix. Cependant, ce ne sont pas les singes qui dispersent les graines du palmier. L'arbre nourricier peut compter sur les animaux plus vagabonds et qui se déplacent au sol. Bien mûrs, les fruits tombent sur le sol où ils attendent l'arrivée du partenaire idéal. La nuit venue, le paca sort de son repère. La nourriture de ce rongeur nocturne jonche le sol. Son comportement alimentaire est parfaitement adapté aux besoins du palmier. Il emporte plusieurs fruits à la fois et favorise ainsi la propagation des graines. Une symbiose qui s'est développée au cours des millions d'années. Grâce à leur nectar et à leurs fruits, les végétaux assurent leur reproduction et leur survie, ainsi que celle des animaux. Les fruits représentent de succulents repas. En l'absence de proies animales, même le marguet, un félin, sait les apprécier à leur juste valeur. Et apporte aussi sa contribution à l'ingénieux système de reproduction des végétaux. Sans s'en rendre compte, il engloutit, en plus du reste, les graines contenues dans le fruit. Quelques heures plus tard, à plusieurs kilomètres de là, il éliminera les graines intactes dans ses excréments. Il aura accompli sa mission pour la reproduction de la plante. Les végétaux ne sont pas à court d'imagination pour séduire les animaux de manière ciblée. Les oiseaux reconnaissent les fruits mûrs et sucrés à leur couleur. Ils viennent les picorer. Le singe, lui, ne voit pas les couleurs, mais il repère les branches sur lesquelles les autres semblent se régaler. Un territoire parfait pour la chasse de la harpie féroce. Lorsque ses proies sont occupées à savourer leur repas, elle est certaine de ne pas rentrer bredouille. Indirectement, les arbres fruitiers participent eux aussi à l'alimentation de la progéniture de la harpie. Avec la chair du singe capturée par ses parents, l'oisillon absorbe les nutriments des végétaux sous une forme concentrée et assimilable. Mais ici s'arrête la symbiose entre plantes et animaux. Le troc n'a plus sa place. Les prédateurs, exclusivement carnivores de la canopée, vivent selon leurs propres règles. Et c'est la faim qui fait loi.
Le drame qui se joue sous le feuillage de la canopée peut parfois sembler cruel, mais il s'inscrit dans la lutte universelle pour la survie. La colonie des caciques attire l'attention bien malgré elle. Pour le toucan, ces nids emplis d'œufs et de poussins font office de garde-manger. Il commence par écouter avec attention pour savoir où se cachent les oisillons. Petite vérification. Avant de passer à table. Les caciques adultes ne font pas le poids. Le toucan a assez de force pour arracher l'oisillon à son nid. Un seul spécimen ne causerait que peu de dégâts au sein de la colonie. Mais ces oiseaux vivent en groupe. Pendant la période de couvaison des caciques, ils viennent chaque jour piller les nids en compagnie de leurs propres petits. Les jeunes doivent apprendre à débusquer les précieuses protéines. Comme le toucan ne possède pas de dents, il doit dépecer sa proie. L'agitation attire l'attention des capucins. Un premier individu tâte le terrain. Il se sert avec détermination. Pour lui aussi, la colonie des caciques invite à la dégustation. De l'oisillon, il ne fera qu'une bouchée. Pour les caciques, chaque poussin dévoré constitue une lourde perte, car ils ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour nourrir leur progéniture. Le mélange de protéines animales et de nutriments riches d'origine végétale rend les capucins particulièrement intelligents. Ils sont même capables de subtiliser aux plantes leur bien le plus précieux, les graines riches en protéines qui ne leur sont pas destinées. Ils cassent les noyaux à l'aide de moyens simples. Les graines finissent dans leur estomac sans aucun espoir d'en sortir, car elles seront complètement digérées. Une fois de plus, le troc entre la faune et la flore est compromis. Certains végétaux, quant à eux, savent se passer des animaux. Les fruits du Mora excelsa mûrissent à la fin de la saison des pluies lorsque la forêt est inondée. Très volumineux, ce haricot remonte à la surface de l'eau. Il est transporté par le courant
plutôt que dans l'estomac d'un animal. Lorsque le niveau de l'eau baisse, la graine reste sur place. Elle constitue une importante réserve de protéines, graisses et sucre. Pourtant, aucun animal ne touche à l'énorme fruit. Son goût infect a de quoi décourager les plus coriaces. Ainsi, seul le germe sera capable de puiser dans ses réserves. Un cadeau qui devrait faciliter ses débuts. Il faudra plusieurs décennies avant que la jeune pousse égale la taille de ses parents et puisse perpétuer le cycle de la vie. Elle pourra se reproduire à son tour grâce à un système ingénieux. Le morat est une exception dans la canopée. La plupart des arbres sont tributaires des échanges avec les animaux. L'appétit de ces derniers est insatiable. C'est une raison suffisante pour offrir des tentations à profusion, proposer feuilles, fleurs et fruits en abondance et créer un paradis luxuriant. Un paradis qui ne l'est toutefois qu'en apparence, car il recèle un écosystème où la faim impose ses multiples lois.